Et ben, je crois qu'on est en direct, Gaël. Super. Bonjour à tous. Bonjour à Bonjour à tous. tous. Il y a 15 connectés, il en manque 11. Donc, du coup, je pense que ça va arriver. Bon, bah, très heureux de te recevoir, Gaël, pour ce nouvel atelier. Bah, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Cette première collaboration entre HeroiCode et Modulotech. Euh, bon, bah, classique, pendant les 5 premières minutes, on va peut-être représenter un peu ce qu'on fait chacun de notre côté. Hop, il y a le chat qui se lance, c'est Ah, parti. super. Salut Eva, salut Étienne. On se connaît pas Étienne, mais enchanté. Tiens, du coup, que vous aurez l'occasion de découvrir durant le talk, puisque c'est le cofondateur d'HeroiCode. Il s'occupe de toute la partie française. Ah, il y a du beau monde. Il y a pas mal de gens que j'ai déjà rencontrés avec le réseau Modulotech. Ça va être, euh, ça va être sympa. Bah écoute, ça te va, on commence par représenter Modulotech, ce qu'on fait pour mettre un peu de contexte. Et puis, dans les minutes qui suivent, bah écoute, tu pourras commencer à te lancer sur ta super animation et tes slides. Il n'y a pas de souci. C'est top. Donc ouais, pour repréciser, Modulotech, c'est un réseau qu'on a fondé avec 3 personnes, Thibaut, Claire et moi, dans le but d'aider les développeurs juniors à lancer leur carrière. Pour ça, on cite plusieurs axes. On aide les développeurs à s'évaluer avec des tests techniques, enfin différents tests. On les aide à se former avec de la doc, des formations qu'on propose. On leur propose aussi des projets mentorés pour qu'ils puissent continuer à avancer, à travailler ensemble. Euh, L'idée, c'est aussi de leur donner une vision un peu plus globale du métier. Et c'est pour ça qu'on fait intervenir pas mal d'experts sur différents sujets. Là, c'est le quatrième atelier qu'on fait autour des ateliers experts. Et le but, c'est de sortir un peu la tête de l'eau, de comprendre un peu qu'est-ce qu'il y a dans ce milieu de la tech et leur donner une vision un peu plus globale. Et donc, dans ce cadre-là, on a voulu t'inviter, Gaël, pour que tu puisses parler de la création de contenu. Parce que on sait que tu collabores avec plusieurs blogs et que vous avez créé un blog avec Étienne qui s'appelle HeroiCode. Et donc, le sujet, booster votre En carrière effet. de développeur avec la création de contenu. Sujet Et lancé, sujet, assez vague. sujet bien Assez large et complet. sujet super intéressant, ouais. Donc, écoute, hésite pas à expliquer un peu ce que tu fais et te présenter. Et puis après, on pourra lancer sur la présentation du jour. Ah, avec plaisir. Bah, à la limite, je vais passer déjà à la deuxième slide. Au moins, vous avez un peu de contexte en même temps. Ouais, top. Euh, du coup, c'est assez bien résumé par Raphaël. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Pour vous Avec donner une plaisir. idée, globalement, moi, je viens de finir un Master 2 à l'école Epitech. Actuellement, je travaille à distance uniquement pour une entreprise qui est à Singapour, entre Singapour et San Francisco. Donc, c'est une startup qui fait un outil pour créer des commerces en ligne assez rapidement. Et à côté de ça, on essaie de faire pas mal de choses. Je suis pas mal investi dans la création de contenu depuis toujours. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de vous montrer un peu pourquoi vous devez commencer et qu'est-ce que ça peut vous apporter. Et en même temps, on a créé ce blog avec Étienne. Du coup, Étienne est plus sur la partie française, moi plus sur la partie anglaise. Je fais pas mal de contenu en anglais. Donc, c'est Here We Code. Aujourd'hui, c'est simplement un blog, mais on a vraiment vocation à le faire évoluer, notamment accueillir des nouveaux auteurs, ce qu'on a commencé à faire dernièrement, et essayer de plus amplement faire des talks comme aujourd'hui en collaboration avec Modulotech ou encore tout type de contenu. Ça peut être des vidéos, essayer vraiment de diversifier, voire proposer, pourquoi pas à l'avenir, sur du très long terme, des petits e-books ou des contenus éducatifs autour de la programmation. Je pense que ça résume pas mal ce qu'on fait. Ouais, trop bien. Étienne, vu que tu es cofondateur et que si tu as des remarques à faire ou des ajouts, n'hésite pas, moi je suis sur le chat, donc je pourrais rajouter les informations et les transmettre à Gaël. C'est les informations manquantes. Hop, là, toujours là. Très bien, c'est noté. Ok, bon, parfait. Réactif. Du coup, Voilà. peut-être juste un point à rajouter pour ceux qui se posent la question. Le dernier point, c'était un peu juste pour la petite anecdote. Sachant que je travaille uniquement à distance depuis peu, là prochainement, je me lance dans une nouvelle aventure qui va être assez intéressante, je pense. D'ici à peu près moins d'un mois, je pars vivre à Singapour et voyager tout en travaillant en Asie. Et l'idée, voilà, c'est de vraiment partager aussi cette aventure et parler du télétravail. Par exemple, c'est un exemple que je vais vous donner après, mais la création de contenu en tant que développeur, elle est assez vaste. Et c'est des points qu'on va aborder. On va aussi bien parler du technique
on va dire un peu le lifestyle qui est lié au développement informatique, par exemple travailler à distance, comme en ce moment c'est un sujet assez d'actualité. Et vous allez voir, vous allez vraiment pouvoir... au final, tout le monde peut écrire sur plein de sujets et ça peut aider beaucoup de personnes qui sont dans ce monde du dev. Donc, c'est la petite anecdote pour commencer. Top, ouais. N'hésitez pas à poser des questions aussi sur ce sujet-là, évidemment. Après, on peut en faire un talk à part entière, mais Ouais, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, quoi. ouais. On en fera un dans 6 mois, 1 an, dès que tu auras commencé à éprouver le sujet. C'est ça. Hop. Je crois qu'on peut enchaîner sur la suite. Il n'y a pas forcément de questions pour l'instant. Je te dirai ouais, à la fin de chaque slide s'il y a des points qui remontent. Ok, pas de souci, avec plaisir. On va se lancer. On va commencer sur quelque chose d'assez inhabituel. Donc, comme vous l'avez compris, l'idée, c'est de vous présenter vraiment la création de contenu en tant que développeur particulièrement. Donc, pas uniquement... c'est vrai que c'est assez vague. La création de contenu, ça fait peut-être même un peu peur au début quand on en entend parler. Vous allez voir que c'est très vague, que c'est très accessible, et c'est vraiment ce que je vais vous montrer dans ce talk, et que ça peut vraiment changer votre carrière, ou même, à titre personnel, vous apporter énormément de bienfaits en tant que développeur. Donc la première question avant de commencer, c'est est-ce que vous avez déjà publié du contenu en rapport avec la programmation? À savoir que vraiment tout type de contenu, ça peut être un article de blog, 3 lignes sur un LinkedIn en parlant de programmation, sur Instagram, participer à un talk, fait une vidéo YouTube, peu importe, vraiment toutes sortes de contenus, juste pour sonder un petit peu. Il y a Bertrand qui a déjà répondu. LinkedIn et Medium. Ok, super. Une réponse sur Stack Etienne, Overflow. ouais. Il s'avère qu'il fait un peu plus que ça, mais il n'ose pas le dire. Sur LinkedIn. Et il va pas encore, mais ça va peut-être venir. Alors pour ceux qui Benjamin, ont justement pas commencé, comme ceux qui ont déjà commencé, vous allez voir, ça vous sera à tous bénéfique. J'espère motiver ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de commencer et ceux qui l'ont déjà fait, vous motiver à continuer. surtout de la doc interne et Reddit, ça compte. Tout compte. Tout compte, ouais. Reddit, ça peut être un très bon moyen de passer de l'information. Si c'est axé développement informatique, c'est tout à fait viable. Ok. Je vous laisse continuer de répondre. On va commencer. N'hésitez pas à continuer d'interagir tout au long. Vous verrez que j'ai pas mal entrecoupé les slides avec des séquences questions justement pour revenir sur tous ces points. Du coup, comme je vous disais, le contenu, je pense qu'une première chose à faire, c'est vraiment de le démystifier. Le contenu, c'est très large. Personnellement, alors je sais pas si c'est le cas de tout le monde, quand on parle de contenu, la première chose à quoi je vais penser, c'est un article de blog. C'est assez typique, surtout dans le monde informatique. Vous avez sûrement déjà lu des articles de blog lorsque vous avez un problème, lorsque vous avez besoin de découvrir une technologie, etc. Dans un deuxième temps, on pense surtout aux vidéos YouTube. Tout le monde est déjà tombé sur un tutoriel. Ça peut être un tutoriel de code, des conseils de code, ça peut être plein de choses relatives à l'informatique. Mais il faut savoir que le contenu, en fait, c'est hyper vaste. Aujourd'hui, au même titre que, par exemple, je vais prendre le cas d'un influenceur beauté ou n'importe quel domaine, il peut vraiment être sur tous les réseaux sociaux. Le développement informatique, c'est pareil. Vous pouvez très bien faire de la diffusion en direct. Je pense notamment à Twitch TV, où aujourd'hui, vous avez de plus en plus de développeurs qui se filment, soit pour faire des conférences, soit pour montrer leur code, soit pour créer du contenu interactif et créer du contenu qui est éducatif, donc apprendre des notions à des personnes qui le regarderaient en direct. On a aussi par exemple TikTok. Étonnamment, c'est un réseau social où il y a beaucoup de contenu de dev. C'est vrai qu'au premier abord, on n'a pas l'impression, mais pourtant il y a beaucoup de contenu éducatif. Et notamment, après, on peut aussi trouver du contenu sur Twitter. Il y a des comptes, surtout aux États-Unis, qui sont dédiés au développement informatique, au développement web, au développement mobile. Ça peut être très vague. Chacun a sa spécialisation. Et pour vous donner une idée, il y a des comptes qui ont 100 000, 200 000 abonnés, juste en partageant du contenu autour de ça, en donnant du contenu éducatif et en écrivant des tweets. Donc, c'est assez énorme. On a aussi des comptes Instagram, par exemple. Donc, c'est aussi une autre forme de contenu. Il y a l'exemple du compte de Modulotech qui partage en France différents contenus éducatifs autour principalement de ce que j'ai vu, le développement web pour l'instant. Tu me corriges si je me trompe, Raphaël. Non, c'est ça, c'est exactement ça. Ok, super. Et après, on a aussi pas mal de contenus plutôt audio. Par exemple, ça peut être un podcast, ça peut être des conférences comme ici. Alors c'est vrai que les conférences, il y a souvent un support visuel, mais je tenais à le mettre dans la section talk. Donc
Voilà, dites-vous que le contenu, c'est vraiment vaste. J'ai principalement parlé de mon expérience personnelle. Il va y avoir beaucoup d'exemples sur mon expérience personnelle, donc les articles de blog. Mais vous allez voir que, au final, si ce qui vous plaît, c'est plutôt de faire des contenus courts sur TikTok, parce que vous préférez le format vidéo, vous êtes plus à l'aise. Surtout, n'hésitez pas à le faire. Tout est valable et tout est viable sous forme de contenu pour développeurs. Et comme je le précise en haut, il y a vraiment un type de contenu pour chaque développeur. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les contenus peuvent s'entrecouper. Vous verrez par la suite dans le talk qu'un article de blog, ça peut très facilement devenir un tweet, une vidéo YouTube, un contenu TikTok ou quelque chose d'autre. Voilà, donc c'est à peu près tout pour les trois grandes catégories. C'est pas une liste exhaustive, il y a sûrement plein d'autres moyens, mais globalement, vous avez le contenu écrit, le contenu visuel et le contenu audio. Ok. Et pour Euh, ouais. TikTok, c'est souvent parce que je connais pas trop de comptes TikTok en français. Je sais que le Wagon avait fait quelques vidéos, mais je serais intéressé enfin, si tu en connais deux, trois personnes, comptes à suivre, je serais assez intéressé, moi, pour le coup. Alors là, j'en ai pas, je te mens pas, j'en ai pas sous la main en français, parce que je regarde pas mal de contenu en anglais, mais ça existe. Et c'est d'ailleurs, c'est un sujet, c'est bien que tu lèves cette question. En fait, il y a une grosse demande pour le développement informatique en France sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas forcément beaucoup de créateurs. Du coup, c'est peut-être une occasion de vous lancer, mais à l'occasion, si j'en ai quelques-uns, je te les partagerai, tu pourras les mettre sur la communauté Slack, par exemple, de Modulo. Ouais, top, carrément. Merci. Hop, pas de souci. Oula, hop, reviens. Du coup, l'idée ici, c'est vraiment de vous présenter les trois grands axes sur la création de contenu autour du code et qu'est-ce que ça peut vous apporter. Donc, j'ai découpé ça en trois grands axes, dont le premier, c'est vraiment créer du contenu pour vous-même. Je pense que c'est la première des choses en tant que développeur. C'est beaucoup de personnes commencent à créer du contenu pour eux-mêmes et parfois même sans le savoir. Et je vais vous expliquer comment. Donc, comme je l'écris en haut, c'est un peu cliché, mais écrire, c'est mémoriser et apprendre, c'est partager. Pourquoi j'ai écrit cette phrase? Parce que, au final, quand on est développeur, c'est en écrivant qu'on va vraiment pratiquer, qu'on va vraiment être capable de mémoriser des informations. Donc, par exemple, quand vous écrivez du code, vous apprenez et vous êtes de plus en plus à l'aise. Et en fait, en voulant vraiment aller plus loin, c'est surtout en partageant du contenu que ça va vous arriver. Donc, pourquoi? Parce que quand vous partagez du contenu, vous apprenez en fait à reformuler et à expliquer à d'autres personnes. Vous aussi retravaillez votre pensée pour mieux comprendre le sujet et c'est tout un ensemble de points qui peuvent vraiment vous aider. L'idée, en fait, c'est que comment vous pouvez créer du contenu pour vous-même. La première des choses, c'est documenter sa journée. Documenter sa journée, indirectement, beaucoup de monde le fait, surtout quand on apprend une nouvelle technologie. Et souvent, on le fait de manière assez privée, ce qui est dommage. Par exemple, je pense qu'ici, tout le monde a déjà pris des notes sur un bloc-notes, ça peut être un format papier, sur une application de notes, et garder ses notes pour soi-même, mais quelque part, à quand même travailler ses notes pour que ça soit sympa, qu'on puisse s'y référer plus tard, etc. Donc ça peut être une chose que vous pouvez faire en créant du contenu ou que vous faites déjà, et que vous pouvez, par exemple, soit garder tel quel ou reformuler et mettre sur un compte Twitter, parce que ça peut être pertinent à d'autres personnes. Et ça vous permettra en fait d'apprendre plus efficacement en général, puisque l'idée c'est quand vous prenez des notes, vous êtes capable de vraiment, comme je disais avant, reformuler. C'est vraiment ça qui est la clé, je pense, de la création de contenu, c'est d'être capable d'expliquer d'une autre manière. En ligne, vous avez des millions et des millions et des millions de contenus, mais au final, chacun formule d'une manière différente, va le présenter sous un autre angle, et c'est comme ça en fait que vous trouvez des contenus qui vous plaisent plus que d'autres. Donc c'est tout à fait viable. Notamment, ça vous permet de créer vos propres ressources. Savoir que créer vos propres ressources, c'est bien pour vous y référer. C'est toujours sympa. Si vous faites souvent les mêmes recherches en tant que développeur, ce qui est sûrement le cas en ligne, si vous allez sur Google, vous cherchez, admettons, comment remplacer un élément dans un tableau en JavaScript, c'est l'exemple que je vous donnerai après avec Here We Code. Le jour où vous tombez sur votre contenu, vous êtes content. C'est bien de savoir que vous avez écrit quelque chose et que vous pouvez vous y référer et que vous n'avez plus besoin de passer par les articles des autres. C'est assez satisfaisant. Et enfin, je pense que le dernier point qui est assez, encore une fois, essentiel, c'est vraiment la prise de confiance en soi. Retransmettre ce que vous avez appris, ça vous permet de vous dire, OK, je suis capable de le faire, je suis capable de l'expliquer, c'est un concept que je comprends et que je peux tout simplement partager sereinement et ça enlève un peu, c'est Raphaël qui disait ça justement avant le talk, le côté du syndrome de l'imposteur, où on a toujours l'impression en tant que développeur qu'on n'a pas le niveau, on n'a pas le niveau pour prendre un nouveau travail, on n'a pas le niveau pour prendre un projet en freelance, on n'a parfois pas le niveau pour écrire un article, ça peut vraiment être très vaste. Et le fait de faire ce processus-là, ça va vraiment vous donner une confiance en vous-même, et tout en faisant quelque chose qui est assez gratifiant à titre personnel.
Je ne sais pas si tu as des questions, Raphaël, sur ces points, Euh, ou bah, peut-être le chat. Est-ce que vous avez des questions autour de ces 4 points? Moi, j'en ai une petite sur est-ce que tu as t'as des conseils pour documenter sa journée d'apprentissage? Une sorte de cadre ou enfin, pour que ce soit bien fait, pour que ce soit structuré, pour que tu puisses réutiliser facilement pour créer du contenu derrière. Tout à fait. Il y a beaucoup de moyens. Je reviens sur un moyen qui me paraît être le plus simple, notamment dans le talk, mais ça peut vraiment être très, très varié. Documenter sa journée d'apprentissage, par exemple, vous savez, c'est fameux, un peu comme le principe du journal intime. Vous finissez une journée et vous notez ce que vous avez fait dans votre journée. Par exemple, prenons l'exemple de quelqu'un qui débuterait vraiment dans le développement web. Aujourd'hui, j'ai découvert les balises en HTML. Pourquoi pas rappeler les quelques balises qui sont importantes selon vous, un peu sous un format de résumé de votre journée. Et si vous faites ça un peu tous les jours, c'est pas un processus qui prend beaucoup de temps, mais ça vous permet en fait d'avoir ce processus de documentation. Et après, libre à vous de le partager où vous souhaitez, sous les formes qui vous intéressent. Comme on a présenté avant, ça peut être sur Twitter, sur TikTok. Il y a plein de moyens. Et aussi, un point que j'aime bien aussi sur cette méthode de noter ce que vous avez fait dans la journée, c'est vraiment de vous dire, je sais pas si, je pense que la plupart des développeurs ont déjà eu ce sentiment, mais quand on a tendance à être tout le temps la tête dans le guidon, admettons aujourd'hui vous apprenez à faire des fonctions en JavaScript et dans une semaine vous êtes bloqué sur un problème en JavaScript, vous avez vraiment l'impression de vous dire ah j'avance pas, je stagne, j'apprends rien, j'avance pas assez vite. Et en fait en regardant ce journal et en voyant que par exemple dans cette journée vous avez implémenté une vingtaine de fonctions qui marchent parfaitement et qu'en fait vous l'avez appris il y a juste une semaine, et vous vous dites waouh en fait j'avance et ce que j'ai documenté c'est vraiment un moyen de me référer à où j'en suis. Donc ça peut être tout simplement pour te répondre précisément, Raphaël, sur de la prise de notes journalière de ce qui a été fait. Ok, ok, très clair. Donc reformulation, une sorte de résumé de la journée, on reformule un peu tout ce qui a été appris et, euh, et on utilise ça pour avoir une sorte de chronologie sur la progression. Ok, C'est intéressant. ça. C'est, je pense, un très bon moyen de faire du contenu très facilement sans chercher d'idées. Parce que souvent, c'est aussi un problème. Ouais, J'en parlerai aussi un peu plus tard, mais le premier frein, en fait, c'est vraiment de se dire, OK, mais qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que je peux dire? Je fais rien d'intéressant. Et ça, en fait, c'est un bon moyen de le lever juste en documentant sa journée. ok. Je vois qu'il y a Bertrand qui est en train de taper je pense une question. En effet. Euh, si tu veux, bah, on peut partir sur, soit on part sur la suite. Ah bah non, c'est bon. Ah bah voilà. Je me suis, je me suis créé plusieurs fichiers texte de notes techniques pour pouvoir refaire plus tard diverses implémentations de code qui sont récurrentes dans mes projets. Et donc Voilà, ça, c'est c'est un bon moyen, ok. entre autres. En fait, c'est là où je dis justement, les notes, c'est assez personnel. C'est assez personnel, mais en fait, ça peut aider du monde. C'est ça qui est assez intéressant dans le processus, c'est que par exemple, Bertrand, il prend des notes techniques sur des implémentations qu'il a eues dans ses projets et qu'il sait qu'il va utiliser souvent. Bah, potentiellement, s'il en a besoin régulièrement, ça veut dire qu'il y a d'autres développeurs qui en ont besoin régulièrement. Et il y a sûrement moyen de faire un contenu en fait, qui va être pertinent et qui va intéresser du monde et qui va être capable aussi de montrer un peu sa réflexion. C'est un peu comme quand vous avez des projets sur GitHub et que lors d'un entretien, on va analyser votre code, se dire, OK, il réfléchit de telle manière, il fait ça, bah là, c'est vraiment la même chose. L'idée, c'est de se dire, OK, il a fait un article sur les différents moyens, les différentes implémentations qu'il a l'habitude de faire. C'est intéressant de voir comment il travaille et c'est intéressant de voir ce qu'il a à partager sur ces différents points-là. Donc, c'est vraiment propre à soi-même, mais sachez que tout ce que vous écrivez en perso, il y a de fortes chances que vous puissiez le convertir très facilement en contenu. Ok. Bah, je vois que ça a réagi un peu dans le chat. Il y a un Cécilpédia qui a été créé par Cécile euh, pour regrouper, j'imagine, l'ensemble des Cécilpédia. connaissances. Ouais. Eva Corentin qui utilise Notion. Ouais, moi aussi, j'utilise Notion un peu comme toi, Corentin, pour documenter ce que j'apprends. Et pareil, pour faire un peu pour faire émerger des idées pour des articles pour la suite. Mais d'ailleurs, je Il y crois a que c'est vraiment une plein de technique moyens. qui est pas mal utilisée par pas mal de copywriters. Qui en parlent sur LinkedIn. De Bah, prendre des notes sur, ouais, en de général. faire juste des notes de la journée et tout ça. En fait, c'est déjà un réflexe enfin, plutôt tout au long de la journée. Et à la fin de la journée, ça te permet d'avoir des idées pour, euh, pour faire ressortir et pour faire des articles, des posts, tout ça.
Ok, Je fais- ouais, c'est marrant parce que justement, je ne vais pas répondre complètement sur ça, mais on y viendra justement dans la dernière partie du talk. Je vous ai préparé une partie où c'est un peu euh, par où commencer et si je devais revenir en arrière. Et il y a une des techniques, c'est justement ça, c'est la prise de notes au cours de la journée, mais au format dev. Donc, je détaillerai un peu plus dans les slides à venir. Ok. Bah, je vais regarder ce que c'est Simple Notes. Moi, je connais pas ça, Etienne. C'est pas Ok. mal du tout, ouais, Simple Notes. C'est juste un outil très simplifié par prise de notes. Tu peux créer des pages. C'est vraiment simple, mais ça permet à la fois de prendre des notes facilement, quoi. Ok. Ok, ok. Trop bien. Je vais regarder ça. Ok, bon, en tout cas, content de voir que. On va passer à la prochaine slide, mais content de voir que bah, tout le monde prend déjà des notes, donc c'est déjà un très bon début pour la création de contenu. Si vous avez tous un peu votre Cécilpedia ou, ou Notion ou Simple Notes, c'est déjà une bonne base. Ok, du coup, le deuxième grand axe que je voulais partager avec vous, si vous ne faites pas du contenu pour vous-même, ou même si vous faites du contenu pour vous-même, vous avez peut-être envie d'en faire pour les autres. Ça peut être aussi un but. Moi, ça a été un de mes buts au début, pas uniquement, mais c'était de me dire, ok, je vais faire du contenu, ça va aider des personnes et ils vont être capables d'apprendre grâce à ce que je fais et bah, ça va être intéressant. Donc, votre contenu peut être bénéfique à vraiment tout le monde. Et le point qui est assez drôle, cette slide, en tout cas, qui peut vous faire peur, c'est si vous regardez les chiffres en haut, là, vous devez vous dire, OK, il veut qu'on fasse du contenu, mais il est en train de me dire que c'est impossible. L'idée, c'est que chaque jour, enfin, actuellement, dans le monde, vous avez plus d'1,60 milliard de sites, ce qui est énorme, et vous avez plus de 2 millions de blogs publiés par jour. Donc là, c'est vrai que quand je vous dis ça, vous vous dites à quel moment je vais faire un blog, à quel moment je vais écrire un article de blog et quelqu'un va être capable de le lire. Et sachez que c'est tout à fait possible et c'est assez, je vais pas dire que c'est simple, mais c'est assez accessible dans le monde de la tech et particulièrement du développement informatique parce que vous êtes déjà sous une forme de niche. Et en fait, souvent, quand vous commencez un blog, les conseils qu'on va vous donner, quel que soit le sujet, c'est trouvez-vous une niche. Et si vous êtes développeur informatique et vous voulez faire du contenu technique, vous êtes déjà dans cette niche. Et l'exemple que je vous veux donner en bas, c'est que c'est un extrait, donc c'est le titre de l'article original en anglais. Donc, globalement, en français, c'est comment remplacer un élément dans un tableau en JavaScript. Problématique assez basique au final. Ça peut marcher avec tous les langages et vous vous dites, OK, c'est quelque chose que les débutants font à la base et qui peut servir plus tard. D'ailleurs, moi, je m'en sers encore aujourd'hui. Bah, dites-vous que rien que cette page, en février 2022, donc il y a quelques mois, le mois dernier, c'était plus de 2000 clics uniquement en l'équivalent de 28 jours sur Here We Code, donc juste avec une seule page. Et pourtant, c'est une requête qui est assez débutante. C'est une requête qui est que tout le monde a besoin, même si elle est débutante. Et en fait, nous, on a écrit sur ce sujet et il s'avérait qu'il n'y avait pas de compétences, pas de, excusez-moi, de concurrence. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le monde du développement informatique, si vous prenez le temps en faisant votre contenu, notamment en article de blog, de vraiment vous intéresser au référencement et pas besoin d'être un expert, encore une fois, c'est vraiment d'avoir quelques bases, être capable de chercher un mot-clé, de savoir comment placer ces mots-clés et faire, par exemple, comment organiser ces différents titres dans son article de blog vous allez très facilement être capable de vous référencer sur plein de sujets qui sont hyper recherchés et pourtant où il n'y a pas de contenu optimisé. Et la raison principale à ça, c'est que souvent les développeurs, tout le monde aime écrire des articles, en tout cas beaucoup de développeurs aiment écrire des articles, mais le problème c'est que personne ne prend le temps de les référencer. Vous faites votre article, vous êtes content, vous le mettez en ligne sur votre blog, sur un médium, je ne sais où, peu importe l'endroit, mais vous ne cherchez pas à vous dire, OK, comment je vais faire pour lui donner de la visibilité. Peut-être vous le partagez sur votre LinkedIn, c'est bien, vous avez des personnes qui viennent le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, puis après, plus rien. Et si vous avez de la chance, peut-être qu'à un moment, il va se référencer sur Google, mais vous ne comprenez pas vraiment comment. Et ce que je vous dis ici, c'est que si vous prenez le temps d'allouer un tout petit peu sur la SEO, sur le référencement, sur la méthode que vous utilisez, ça peut être même sur YouTube. Il y a aussi de la SEO. Sur Instagram, c'est la même chose, sur un peu tous les réseaux sociaux. Vous prenez celui qui vous plaît, vous prenez le temps de vous renseigner, de regarder quelques vidéos sur le fonctionnement basique de ces méthodes, et vous allez voir, vous allez très vite être capable de vous référencer parce qu'il y a énormément de sujets en fait qui sont pas, qui sont peut-être explorés, mais qui sont pas, qui n'ont pas une réponse concrète et précise. Et ça, vous verrez par la suite, notamment encore une fois dans les slides suivantes, que sur Here We Code, on écrit principalement sur des sujets qui nous plaisent, mais aussi sur des sujets où il n'y a pas trop de concurrence. Et ce qui est assez intéressant, c'est que on écrit sur des choses, vous verrez par la suite, qui paraissent évidentes. Quand on le lit, on se dit, bah, en fait, mais ça existe déjà. Et pourtant, il n'y a personne en fait qui a fait de contenu optimisé. Donc, c'est comme ça qu'on a la majorité de notre trafic. Et je vous encourage du coup à vraiment vous intéresser à cette petite partie qui est le référencement, puisque ça vous permet vraiment d'atteindre les autres et à grande échelle et très rapidement d'avoir des milliers de personnes qui arrivent sur votre site chaque mois
pour voir votre contenu ou sur vos réseaux sociaux. Ça dépend du moyen que vous utilisez. Super clair. Et là, les 2000 clics et les 80 000 impressions, c'était en combien de temps? C'était Euh, c'était sur. Il avait été mis en ligne en février 2022, l'article, et c'est aujourd'hui, c'est ça? alors, non, parce que Non, il malheureusement, était avant, ouais, pardon, ouais, excuse-moi. c'est un article assez ancien, hein, pour être franc. Je ne saurais pas te dire combien de temps il a. Peut-être je pense qu'il a plus d'1 an aujourd'hui. La SEO, c'est vraiment une course sur le long terme, en fait. Ça met Ouais. vraiment beaucoup de temps. Mais si vous faites le minimum, en fait, après un moment, votre article il va monter, etc. Et plus vous allez créer de contenu sur votre site. Il y a plein de facteurs, hein. Je ne suis pas un expert. Mais plus vous allez créer de contenu cohérent, vous allez mailler vos articles entre eux, c'est-à-dire mettre des liens d'un article vers l'autre, etc. Plus vous allez monter, en fait. Et des articles qui ont 1 an, ils peuvent d'un coup se retrouver à plus de 1000 clics. Comme ça soudainement parce que l'algorithme le prend en compte. Ok. Il y a Bertrand qui pose une question autour du SEO. Comment on peut faire du SEO qu'on publie sur un site qu'on ne possède pas? Ça, c'est une bonne question. Ça dépend vraiment de là où tu vas publier. Par exemple, sur Medium, il y a des options dans les paramètres qui permettent d'améliorer certains points de la SEO. Généralement, déjà de base, généralement, tous les sites, tous les éditeurs, toutes les plateformes de publication, ils vont te proposer de modifier le contenu. C'est quand même le principal sur un blog. Aussi, le titre et parfois les meta tags de ton site. Donc, par exemple, la description que tu vas donner à Google. À savoir que c'est ce qui est le plus important. En tout cas, un expert SEO, il va peut-être pas être d'accord avec moi-même et je suis absolument pas là pour concurrencer, mais sur un article, sur un blog de dev, l'idée, c'est surtout le contenu va primer. Après, il faut connaître un peu sur les mots-clés sur lesquels tu veux écrire, mais ça, c'est vraiment. Tu as accès à ça, en fait, sur tous les sites. Même sur Medium, tu es capable tu as contrôle sur ton contenu. Après, c'est sûr que si tu veux faire de l'optimisation technique, rajouter des détails techniques qui font que potentiellement ton site va être plus mis en avant, ça va être plus compliqué selon les plateformes. C'est un peu l'avantage aussi d'avoir son site, mais à la fois, c'est de la maintenance. Euh, donc voilà, c'est comme ça en fait pour la plupart des plateformes. Et je dirais surtout, fais en sorte que ton contenu il soit orienté SEO, essaye de bien faire tes titres, la sémantique des titres, c'est-à-dire les différentes parties, mettre des mots-clés dedans, et surtout essaye d'avoir un contenu pertinent et complet. Et c'est là où notamment, du peu que je connais sur ce sujet-là, mais qui a l'air de bien marcher en tout cas sur Yerwecode par rapport aux statistiques qu'on a, c'est quand vous écrivez, essayez d'être simple. Essayez pas de partir sur des guides où, par exemple, je sais pas, demain vous voulez créer un bouton en JavaScript. C'est un exemple d'article qu'on a fait dernièrement. Essayez pas de vous dire, OK, d'abord je vais apprendre à installer un projet en React, après je vais faire le bouton en React et je vais faire un truc super avancé où la personne à la base elle veut juste savoir faire un bouton en JavaScript. Elle n'a pas envie de mettre un projet React, elle n'a pas envie d'avoir une base de données ou d'avoir un bouton où quand tu cliques dessus, ça fait une demande à une base de données, à une API. Essayez d'être simple et d'être complet sur vos sujets. Et ça, Google le valorise vraiment sur le contenu. Et enfin, le dernier conseil que je peux donner, c'est quand vous écrivez en SEO et que vous ciblez des mots-clés, essayez de regarder le contenu des personnes sur la première page. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver là? Généralement, c'est un très bon indice, c'est la taille. Si vous voyez qu'une personne est vraiment très complète, que son article fait 5000 mots, c'est vraiment un article énorme, hein, c'est pour donner une idée. Sur un sujet précis, ça veut dire que potentiellement, vous devez faire au moins autant pour espérer être sur la première page avec un site qui n'a pas d'autorité, etc. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on va dire avec un site que vous venez de créer, c'est vraiment ça qu'il faut que vous regardez, c'est le contenu des personnes sur la première page, cibler des mots-clés et essayer de vous enseigner, d'apprendre un petit peu comment faire en fait pour trouver des mots-clés qui sont accessibles. Je suis assez d'accord Ok. avec toi, Bertrand, sur ce que tu partages. Et juste peut-être pour compléter aussi, parce qu'on y fait un peu de SEO, c'est super important de regarder la première page sur Google pour comprendre l'intention de recherche derrière une question, derrière un mot, pour voir ce qui est vraiment attendu par Google aussi pour en réponse, est-ce que c'est une liste, est-ce que c'est des bullet points, est-ce que c'est un article, est-ce que c'est une infographie, est-ce que ça c'est super important aussi. Et aussi, peut-être aussi, tu peux faire sur Medium aussi, c'est du maillage entre tes différents articles pour Tout à les, fait. pour les faire remonter entre eux. C'est ça, en fait, Google, il a vraiment un gros intérêt, comme le précise Raphaël, sur la cohérence de vos contenus. Et un bon moyen de lui dire que vos contenus sont cohérents, c'est de faire du maillage. Si au milieu d'autres articles, vous avez des mots-clés qui mènent sur un autre article qui est complémentaire, bah, automatiquement, il va commencer à valoriser votre contenu en se disant, OK, cette page est vraiment complète. Et elle va même plus loin en mettant des liens vers des éléments supplémentaires qui permettent à l'utilisateur de comprendre ce qui se passe sur la page.
Et du coup, c'est hyper bien vu par l'algorithme, et c'est un des facteurs, même si on ne les connaît pas tous et que tout le monde a un peu sa théorie. Là où tout le monde est au moins d'accord sur ce sujet-là, c'est que le contenu, c'est vraiment ce qui prime et c'est la première chose à travailler avant même de penser aux petits détails qui pourraient potentiellement vous faire un boost de SEO. Clairement. Contenu d'abord. Euh, Ok. Bah, je crois que c'est. Il n'y a pas forcément d'autres questions. je Mais crois ouais, que c'est bon. merci pour cette slide très complète. Pas de souci. J'espère que ça en inspirera plus d'un. Et le dernier point, et je pense que c'est celui qui va le plus vous intéresser aujourd'hui, en tout cas dans votre carrière de développeur, que vous soyez junior, que vous n'ayez jamais trouvé de travail, encore pour le moment que vous êtes en recherche, que vous soyez freelance, que vous cherchez des clients, que vous soyez en train de créer votre projet. En fait, c'est un peu la création de contenu. Le troisième point, c'est vous ouvrir des portes. Alors, c'est très complémentaire avec le premier et le deuxième, je vous l'accorde. Mais là, ici, sur cette slide, je voulais découper en 2 points. C'est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, si vous commencez la création de contenu, qu'est-ce que ça va vous apporter à l'instant T? Et demain, c'est, on va dire, une fois que vous commencez à faire du contenu régulièrement, que vous commencez à créer une communauté, ça peut être sur Twitter, Instagram, sur une newsletter, qu'est-ce que ça peut vous apporter sur le long terme? Donc déjà, dans un premier temps, comme je le dis en haut, ça va vous ouvrir des opportunités uniques. Moi, personnellement, à titre personnel, je vais dire dans ma carrière, même si je ne suis pas non plus développeur depuis 10 ans, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, la plupart des opportunités que j'ai pu avoir, elles m'ont été ouvertes grâce à la création de contenu. Le fait de créer du contenu lors d'un entretien, ça va vraiment faire la différence. Il y a de fortes chances, donc n'hésitez pas à le mettre dans votre CV, même si c'est un compte Twitter. Si votre compte Twitter, dedans, vous postez uniquement sur du dev, mettez-le dans votre CV, mettez-le sur votre LinkedIn. Au début, peut-être que le recruteur va être surpris, mais quand il va visiter, il va voir ce que vous faites, bah, il va trouver ça bien. Et l'idée, c'est vraiment ça va vous mettre en avant et ça va orienter les questions. Si vous êtes actif sur un blog, et pas besoin d'avoir 50 articles de blog, vous pouvez en avoir 4 ou 5, lorsque vous présentez au début de l'entretien, vous pouvez très bien dire, bah voilà, moi je cherche tel travail, j'adore écrire du contenu, dans mon temps libre, j'ai fait quelques articles d'ailleurs, n'hésitez pas, je vous l'ai mis sur mon résumé si ça vous intéresse. Et il y a de fortes chances qu'en fait, on vous pose des questions autour de ça. Et une fois que vous êtes sur un sujet où vous êtes à l'aise, généralement, ça va être pas mal en entretien. Donc, c'est la première chose. Vraiment, ça peut vous mettre en avant. Et dites-vous que si vous publiez, vous postulez, excusez-moi, dans une entreprise et qu'il y a 2 candidats qui sont vraiment pareils, vous et un autre candidat, tout pareil, on va dire même nombre de projets GitHub. Bon, c'est assez rare, mais ça arrive souvent ce genre de situation où on hésite entre 2 candidats. Même nombre de projets GitHub, même pertinence de code, même motivation, même intérêt, mais sauf que le problème, vous en voulez qu'un seul. Eh ben, croyez-moi que si il y en a un qui a investi sur du contenu, quelle que soit la forme, ça montre un esprit de synthèse, ça montre que vous êtes motivé et investi en plus de votre travail sur des sujets annexes qui sont toujours relatifs au code, mais c'est vraiment cette idée d'esprit de synthèse et de documenter qui risque de plaire et qui va faire que vous allez être le candidat qui va avoir ce petit bonus qui vous met en avant et vous permet tout simplement de décrocher le poste. Donc c'est un point assez intéressant. En tout cas, moi, c'est vraiment tout ce que je vous dis, c'est vraiment de l'expérience personnelle. C'est pas de la lecture sur différents articles de blog où j'ai fait une sorte de résumé en vous disant c'est ça que ça va vous apporter. Moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, que ça soit dans mon dernier CDI comme dans cette recherche d'emploi à l'étranger. À chaque fois, ça m'a fait des points. À chaque fois, c'est des sujets qui m'ont intéressé et à chaque fois, ça m'a permis d'aller plus loin et même parfois, on s'est intéressé à mon profil alors que j'avais pas forcément les compétences, juste parce que je faisais de la création de contenu et que c'était intriguant. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vraiment, ça peut être que bénéfique. Et le deuxième point pour aujourd'hui, c'est vous faire un nom en ligne. J'aime pas spécialement l'idée de se faire un nom en ligne. Ça fait un peu, ah, je veux être connu. Mais au final, c'est vraiment ce qui est important. Quand vous allez créer du contenu, il va falloir trouver un moyen de retenir vos lecteurs. Une personne qui va lire votre article, elle peut le trouver génial. Mais à la fin, l'idée, c'est important de le rediriger vers un de vos réseaux sociaux. Soit une newsletter, soit un compte Twitter, soit un compte Instagram. Ça peut être un TikTok, soit un compte LinkedIn si vous voulez rester plus sobre. Mais l'idée, c'est un peu de réussir à avoir cet abonnement, cette personne qui va être convertie. C'est un peu une logique marketing. Mais l'idée, c'est que par la suite, c'est des personnes qui vont venir plus souvent sur vos articles, qui vont suivre ce que vous faites. Et même, imaginons sur un petit nombre comme, on va dire, 500 personnes qui vous suivent sur Twitter. Bon, c'est pas forcément un petit nombre, mais on va dire que par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, des personnes qui ont 100 000, 200 000 abonnés, ça reste relativement petit. Vous pouvez déjà avoir un impact et avoir des retours et une sorte d'interaction que vous n'auriez pas eu autrement. Et en fait, le parallèle entre aujourd'hui et demain, c'est justement cette interaction et cette communauté que vous développez. Demain, imaginons vous créez votre entreprise, projet, freelance, projet annexe que vous faites pour le plaisir. Cette communauté, vous allez pouvoir en fait lui parler de votre projet, parce que c'est une communauté qualifiée.
Elle est là, elle vous suit parce que vous faites du contenu technique pertinent. Peut-être que vous avez choisi une niche, le développement d'applications mobiles, le développement web. Pour changer un petit peu, je vais parler de développement mobile. Imaginons, vous faites du contenu iOS, vous faites plein de choses en iOS, vous êtes connu pour ça, vous avez fait plein de petits tutos. Du coup, vous avez 500, 1000 personnes qui vous suivent ou qui sont abonnées à votre newsletter et demain, vous sortez une application en Swift, donc pour iOS. C'est un projet annexe et vous avez un espoir de le monétiser ou du moins d'avoir des personnes actives. Bah, ça, vous pouvez les contacter, ces personnes-là. Vous pouvez leur dire, voilà, tu me suis pour mes articles depuis longtemps, etc. Voilà ce que j'ai fait, qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas à me faire un retour. Admettons, voilà un code promo pour l'avoir moins cher. Ça peut être une bonne technique. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous verrez que généralement, la communauté est hyper réactive. Je pense qu'on a de la chance que dans le monde de la tech, les développeurs, etc., tout le monde va être vraiment très bienveillant envers ce que vous faites. Au pire des cas, en fait, ce qui peut se passer, c'est que la personne vient sur votre article, sur votre vidéo, elle aime pas, elle vous dira rien, elle partira. Mais ça s'arrêtera là. Si elle est un peu sympa, elle peut vous dire, OK, c'est bien, mais j'aurais préféré que tu fasses ça. Et dans le meilleur des cas, elle vous fera un retour, elle vous remerciera. Donc c'est vraiment que du plus. Il n'y a aucun moment où vous risquez d'avoir des personnes qui vont, entre guillemets, se moquer de votre contenu ou tout simplement un peu, c'est un peu, enfin, j'aime pas spécialement ce mot-là, mais cracher sur votre contenu, ça n'arrivera pas. Honnêtement, moi, depuis le temps que je fais du contenu, ça ne m'est jamais arrivé, ou peut-être une fois, mais c'était sur Twitter et il me suffit de bloquer la personne et ça s'arrête là, quoi. Et le dernier point pour demain, ça c'est plus une vision long terme. Vous pouvez très bien générer un revenu grâce au contenu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, alors générer un contenu, c'est vaste, hein. Ça peut être via votre projet, ça peut être via votre contenu, via un nouveau travail. C'est vrai que c'est assez vaste, mais là, je pense vraiment au fait que vous pouvez faire de l'argent en plus de votre travail. Ça peut être un objectif. Par exemple, moi, c'est mon cas. Récemment, j'ai commencé à travailler avec une entreprise en freelance qui se situe à Israël. Et en fait, ils font un outil de dev et ils cherchaient une personne pour écrire du contenu technique pour eux. Et en fait, ils me rémunèrent pour faire ce que je fais aujourd'hui depuis à peu près 3 ans, sauf que c'est en échange de rémunération. Donc c'est toujours sympa d'avoir un petit bonus d'argent. Euh, je pense que c'est toujours pas négligeable. Et un dernier point aussi, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on parle beaucoup, parce que c'est assez rare, c'est assez niche pour l'instant, et c'est surtout à l'étranger. Mais il y a de plus en plus d'entreprises qui font des logiciels pour les devs. Par exemple, ça peut être un outil de no-code, donc pas forcément pour les devs en soi d'ailleurs, un outil de no-code, un outil de low-code, donc où il y a besoin des développeurs, une librairie, toutes sortes de choses, même Stripe par exemple, qui est un service de paiement. Ils cherchent de plus en plus en fait ce qu'ils appellent des développeurs avocats ou des développeurs évangélistes. En français, il me semble que c'est plus évangéliste qu'on dit. En fait, c'est des personnes qui travaillent à plein temps ou à temps partiel et qui sont rémunérées pour promouvoir et créer du contenu autour de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils vont mettre à disposition leur communauté qu'ils ont développée pour créer du contenu et faire découvrir une nouvelle technologie à des développeurs qualifiés. Donc en fait, c'est vraiment un monde à part, hein, qui se débloque si vous êtes dans cette optique. Et c'est tout à fait quelque chose qui est possible. Sachez que voilà, les avantages sont vraiment nombreux. Je pense que dans un premier temps, il faut toujours le faire pour soi-même, comme je l'indique. Après, il faut le faire, pourquoi pas, pour les autres. Mais voilà, si c'est quelque chose qui vous plaît et que vous faites sur du long terme, il y a de fortes chances que ça vous aide dans vos projets, dans votre création d'entreprise ou encore pour gagner un revenu complémentaire. Et justement, on en vient à séquence questions. Si vous avez des questions sur ces trois axes, si ça vous a inspiré, peut-être vous êtes curieux sur la partie rémunération, je peux peut-être vous en parler un peu plus en détail, ou même comment, après on parlera de comment commencer, mais voilà, si vous avez ne serait-ce que des questions sur ces trois points, n'hésitez pas à les poser, et je serai ravi d'y répondre. Moi, j'ai une petite question, pour le Oui. coup, Gaël. Euh, Est-ce que ça t'a permis d'avoir des rencontres, ton blog? De rencontrer des gens que tu n'aurais pas forcément rencontrés, qui t'ont contacté en disant ouais, j'ai vu ton blog, ce serait cool qu'on se rencontre, moi je fais ça, moi aussi j'ai aussi un blog. Enfin, est-ce que ce genre de rencontre t'est déjà arrivé? Alors, une rencontre comme celle-là, exactement, non. Après, rencontrer du monde, globalement, oui. Ne serait-ce que un exemple, par exemple, sur Twitter, quand vous postez du contenu, il y a de fortes chances qu'en fait, à un moment, l'algo vous mette un peu en avant, qu'il y ait des personnes qui retweetent, donc il y a des personnes qui voient, qui sont, on va dire, pas censées voir initialement, parce qu'ils ne sont pas vos abonnés directs. Et du coup, ces personnes peuvent s'abonner à vous. Et après, ça peut créer une discussion en message privé. Je prends l'exemple, par exemple, d'autres créateurs de contenu sur FreeCodeCamp, qui est une plateforme que je vous ferai découvrir après pour ceux qui ne connaissent pas, où en fait, je publie régulièrement du contenu sur FreeCodeCamp. C'est des personnes qui m'ont découvert par ce biais-là, qui m'ont contacté sur Twitter et qui m'ont envoyé des messages privés en me disant ah bah, moi aussi, je fais du contenu sur FreeCodeCamp, etc. Et on a eu une discussion.
Après, après, je pense que ça ouvre quand même des portes que j'aurais pas eues et ça me permet de rencontrer des personnes différemment, dans le sens où, par exemple, Étienne Passot, qui est, comme je disais, mon cofondateur à WeCode, on a fait nos études ensemble, etc. On a fait, on se connaît quand même depuis longtemps, donc on s'est pas connus grâce au contenu, mais le fait de faire du contenu, ça l'a pas mal intrigué. Et puis en fait, en voyant ce que j'ai fait, à un moment, il s'est dit, tiens, bah, j'aimerais bien le faire aussi. Et c'est un peu comme ça qu'on a tissé une relation autre que notre amitié, on va dire, sur le contenu. Donc ça ouvre quand même pas mal de portes et c'est une ouverture aux opportunités en général. Il faut se dire que si vous avez un réseau social qui est un peu grossi sur un sujet, il y aura forcément des personnes qui vont rentrer en contact avec vous, ne serait-ce que vos lecteurs, en vous disant moi j'aimerais bien écrire ou alors moi j'aimerais bien faire tel projet et vous allez créer des discussions. Ok, ok, super clair. Il y a Benjamin qui a posé une question sur Ouais. le temps en moyenne pour produire du contenu par semaine. Euh, Est-ce qu'il y a il y a un temps que tu conseilles ou est-ce qu'il y a un moment que tu conseilles? C'est propre à chacun. Je pense que c'est vraiment propre à chacun. Pour vous donner une idée, en ce moment, je suis pas mal occupé, je fais pas de contenu. Le mieux, c'est d'être régulier. Ce que tout le monde va vous dire, plus vous êtes régulier, plus dans tous les algorithmes de tout ce que vous allez faire sur Google, sur les réseaux sociaux, etc., plus ça va être facile d'attirer du monde parce que vous allez être mis en avant parce que vous êtes un compte régulier. Maintenant, c'est pas possible pour tout le monde. Moi, je sais qu'en ce moment, je suis pas mal occupé entre mon départ à l'étranger, mon travail qui me prend énormément de temps, etc. Donc, je le fais quand j'ai du temps libre, souvent le week-end, souvent le soir. Maintenant, un temps exact à allouer, c'est compliqué de répondre. Si tu peux te permettre de te faire des créneaux fixes, par exemple, tu sais que tous les samedis matins, tu as envie de consacrer du temps pour ça, tu peux le faire. Mais je pense pas qu'il y ait de formule magique en disant, voilà, si tu le fais l'équivalent de 10 heures par semaine, c'est là où tu auras des vrais résultats. Voilà, comme dit Étienne, par exemple, lui, il se prend 1 heure et demie tous les lundis matins minimum, et le tout, c'est de faire cette démarche en fait régulière où vous prenez du temps. Et une chose que je voudrais ajouter, c'est notamment, je pense que c'est vrai surtout, moi je parle encore une fois en connaissant la création de contenu au travers d'un blog. Mais plus vous allez faire d'articles de blog, plus ça va être rapide en fait. Après, ça dépend toujours du sujet, mais au début, peut-être que vous allez mettre 10 heures à écrire un article de blog parce que vous n'avez pas votre technique de travail, etc. Et après, vous mettrez plus que 3 heures. Donc, quelque part, ça vaut le coup d'allouer du temps pour être plus rapide par la suite. Voilà. Étienne confirme. Et pour faire un parallèle, moi j'essaie de me mettre à écrire des posts LinkedIn parce que c'est important aussi pour la marque de Modulo. Et j'essaie aussi de me mettre des moments tous les matins, une demi-heure le matin pour écrire. Donc ouais, il y a aussi cette routine matinale, je trouve ça pas mal. Et moi j'aime bien le matin parce que le cerveau il est frais. Je trouve ça plus C'est facile. plus Non mais rapide. c'est vrai, hein, le soir, Non, le c'est vrai. soir c'est beaucoup plus dur, je trouve. Mais bon, après c'est propre à chacun. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'en plus, généralement, après une journée de dev bien chargée, vous n'avez pas forcément envie d'écrire un article de dev. Alors que si vous commencez dès le matin, c'est mieux. Après, ça dépend de chacun, hein. Je pense que c'est propre à chacun, encore une fois. Ah. Benjamin il met 1 heure à écrire un article LinkedIn. Je devrais Ça venir va de venir. 6 heures, quoi. Ouais, bah tu sais, moi je suis préparé, hein, Benjamin. Après, encore une fois, ça dépend. Il me semble que c'est. Alors, c'est peut-être Bertrand qui l'avait dit, mais l'idée, quand vous écrivez, essayez de rester simple, parce que c'est un bon moyen aussi de finir plus rapidement. Ça ne veut pas dire que vous bâclez votre travail, ça veut dire que bah, si vous êtes simple dans votre démarche, que vous essayez de faire un article ciblé, déjà, vous allez moins vous éparpiller sur la création de contenu. Parce qu'au début, moi, un souvenir que avant, je voulais vraiment faire ce genre d'article hyper complet. Je voulais rester simple, mais indirectement, je voulais vraiment donner tous les détails. Du coup, le problème, c'est que là, votre article, il est infini. Vous commencez à écrire sur un sujet, et puis à un moment, vous dites, tiens, je pourrais étendre là-dessus. Et vous faites tout dans le même article, et ça devient hyper long. Alors, à la limite, ce que je peux vous recommander, c'est quand vous avez cette situation qui se présente, vous prenez note de l'idée sur laquelle vous pourriez développer, vous faites un autre article, et après, vous mettez un lien dans l'article précédent, et c'est bénéfique pour l'SEO, ça vous fait plus de pages sur votre site, plus de mots-clés qui vont apparaître sur Google. Donc, c'est beaucoup mieux de faire ça que de vraiment tout mettre dans un article. Et ça fait gagner pas mal de temps, croyez-moi. D'expérience, ça fait gagner du temps. Ok, donc super important de rester simple. Je pense que c'est vraiment la base. Peut-être passer à la suite, parce qu'il reste pas mal de slides, et j'aimerais Ok. bien qu'on ait le temps quand même. Alors, on attaque la pratique en quelque sorte. Ça, c'est le moment où je vais vraiment vous montrer que vous pouvez faire du contenu, que par rapport aux expériences qu'on rencontre en tant que développeur, il y a toujours une opportunité de faire du contenu. Donc, par quoi commencer? Chaque développeur, il a quelque chose à partager. Et étonnamment,
et c'est un peu ce que je disais avant, on a toujours tendance à se dire, ah, mais ce que je fais, c'est banal, ça intéresse personne, tout le monde sait le faire. En fait, le problème, c'est quand on rentre dans cette routine de métier, et j'imagine que c'est valable quand on est boulanger, jardinier, qu'on est directeur d'une grande entreprise, enfin, c'est vraiment dans tous les métiers. Quand on est habitué à faire quelque chose, on n'a plus forcément ce ressenti que c'est différent et que tout le monde ne le fait pas et qu'il y a peut-être des personnes qui veulent apprendre. C'est très vrai en développement. Notamment, si vous faites tout le temps du dev web, du dev iOS, du dev Android, je ne sais pas sur quoi vous êtes spécialisé, vous allez avoir l'impression que ce que vous faites, tout le monde sait le faire. Et que, par exemple, vous êtes dans une entreprise, il y a 5 développeurs, tout le monde fait la même chose, c'est pas si complexe. Et bien, pourtant, si, et vous avez forcément des choses à dire. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est 4 articles qu'on a publiés plus ou moins récemment, en tout cas les derniers mois sur Here We Code. Je vous ai gardé les titres en anglais aussi pour le côté original, comme ça, si vous voulez aller voir sur le site Here We Code par la suite, vous aurez le lien, vous aurez l'opportunité de voir en fait ces articles et pourquoi pas de les lire. Comme vous voyez, en fait, c'est que des sujets hyper débutants. Comment mettre à jour un paquet en utilisant NPM? Donc, pour ceux qui ne savent pas, NPM, c'est le gestionnaire de librairie de dépendance de JavaScript qui est le plus utilisé, ou du moins l'un des plus utilisés. Ça, c'est quelque chose que tout le monde fait, mettre à jour un paquet. Créer un bouton en JavaScript, tout le monde est passé par là. Et pourtant, j'ai écrit l'article assez récemment et c'était super amusant à écrire et c'est quelque chose qui était vraiment cool. Mettre une chaîne de caractères en majuscule. Pareil, une des premières choses que vous faites, souvent dans les petits cas pratiques, etc. Et pourtant, il y a de la recherche pour ça. Parce que mettre une chaîne de caractères en majuscule, c'est aussi comment mettre que la première lettre, par exemple. Il y a des personnes qui recherchent ça. Ou comment supprimer un dossier sur GitHub. Pareil, tout le monde est passé par là, tout le monde en a besoin. Et en fait, le point similaire entre ces 4 articles, c'est ils sont tous très débutants, ils sont tous accessibles à peu près tout le monde et assez rapidement, que vous soyez au début de votre carrière, de votre apprentissage, vous allez forcément passer par ça et vous pouvez écrire dessus. Et les 4, ils avaient des opportunités assez conséquentes en SEO. Alors pour l'instant, ils sont en train de monter tranquillement. Je ne peux pas vous donner de statistiques précises, je ne les ai pas en tête de toute manière. Mais l'idée, c'est que il n'y avait vraiment pas de contenu qui répondait exactement à cette question précise. Donc par exemple, créer un bouton en JavaScript, je sais que celui-là, en ce moment, il est vraiment en train de monter assez énormément et en très peu de temps pour le coup, parce qu'on a répondu à cette problématique précise et qu'il y a énormément de personnes qui en avaient besoin. Et pourtant, c'est un sujet débutant. Et encore aujourd'hui, vous pouvez vous poser la question. Moi, honnêtement, je fais partie de ces développeurs qui font énormément de recherches qui sont tout le temps les mêmes. Je pense qu'il n'y a pas que moi, je pense que c'est la majorité des développeurs. Donc, ça peut m'arriver de tomber sur un article de ce type-là parce que j'en ai besoin. Et pas, même si c'est débutant, c'est la base en fait. Sur un site web, il y a toujours un bouton. Donc, à un moment, je vais bien tomber dessus. Ok. Alors, du coup, je vois il y a des questions. Peut-être faire un petit point sur les questions. Il y a Benjamin qui a demandé quand est-ce qu'il y avait un moment ou des jours où le fait de publier a plus d'impact, de dépendre de la plateforme aussi. Ouais, je pense que c'est vraiment propre à la plateforme. Je ne saurais pas te répondre honnêtement. Un article de blog, peu importe le moment où tu publies, c'est sur le long terme, donc c'est la SEO qui prime. Après, sur les réseaux sociaux, je pense que ça dépend. Je sais que par exemple, sur LinkedIn, comme précise Étienne, je ne saurais pas te donner les créneaux exacts, mais il y a des horaires où ça marche beaucoup mieux que d'autres. Sur Twitter, il y a des outils qui te permettent de savoir quand ta communauté est active. Après, ça dépend aussi. Si tu écris en français, forcément, ça va être des horaires français. Si tu écris en anglais, ça va dépendre de là où tu as le plus de communauté. Par exemple, je sais que sur Twitter, j'ai pas mal de personnes qui vivent en Inde, etc. Donc, généralement, mes horaires sont assez décalés par rapport aux horaires françaises. Donc, ça dépend de la plateforme. Ok. Donc, communauté, par rapport à ta communauté et la plateforme que tu utilises, quoi. Je pense. Après, honnêtement, je suis pas un expert sur le sujet. Je saurais pas vous répondre en détail. Là, petit tips de Étienne, mardi et jeudi à 8h30 sur LinkedIn, pour LinkedIn. J'avais vu passer aussi un doc là-dessus sur des mecs qui a fait des grosses analyses. Il faudrait que je le retrouve pour vous partager sur le réseau, pour ceux qui veulent se mettre à À écrire. LinkedIn. Ouais. Yes. Du coup, la prochaine slide, comme vous voyez, elle n'est pas titrée. C'est un peu un retour. On va dire que j'ai pris des points clés jusqu'à aujourd'hui, depuis que j'ai commencé le développement informatique. À savoir que pour ceux qui, pour la petite anecdote, j'avais fait un peu de dev quand j'étais plus jeune, mais je n'avais pas trop accroché. Et c'est vraiment quand j'ai commencé Epitech que je suis rentré à fond dedans. Donc, on va dire que c'est à peu près le début des faits marquants jusqu'à aujourd'hui. Et l'idée, c'est pas de vous montrer que j'ai pu faire plein de choses.
En plus, je ne sais pas si tous les éléments sont pertinents, mais l'idée, c'est vraiment de vous montrer que pour chacune des expériences que j'ai eues, comment je ferais si je devais recommencer pour avoir des idées et sous quelle manière je m'organiserais pour générer des idées. Par exemple, Epitech, c'était mes 5 ans d'études. Déjà, c'est une école assez spécifique. Il y a un principe de piscine, comme à 42, c'est très intensif. Donc, parler de son expérience, ça peut être quelque chose de très intéressant. Et notamment, c'est le moment où j'ai fait tous mes premiers pas. Donc ça s'applique à tout le monde, hein. Quand vous commencez avec un nouveau langage, quand vous commencez dans une nouvelle école, ou quelque chose qui est relatif à la programmation, n'hésitez pas à partager vos premiers pas, vos notes, vos impressions. C'est des choses qui sont très intéressantes et c'est tout à fait des contenus que vous pouvez créer facilement. Ensuite, j'ai été mentor Open Classroom pendant environ 2 ans. C'était pas à temps plein, c'était de la freelance, mais j'ai eu pas mal d'étudiants. Lors de ces sessions-là, par exemple, j'avais beaucoup de questions, que ce soit des questions que je me posais moi-même parce que je voulais pas dire de bêtises, ou alors des questions des étudiants. Prenez des notes, enfin, quand je dis prenez des notes, dans mon cas, j'aurais dû prendre des notes, plus de notes, et une erreur de ma part que j'ai faite, et comme quoi, vous voyez, ça arrive à tout le monde. J'avais fait pas mal de notes, notamment aussi à Epitech, et j'ai tout supprimé parce qu'après, je me suis dit, ah, bah, ça ne me sert plus trop, et puis en fait, je vais pas le publier. Et bah, c'est une erreur. Aujourd'hui, je regrette de plus les avoir, et j'aurais dû clairement les publier parce que ça aurait sûrement aidé d'autres personnes, soit à Epitech, soit globalement sur Internet. Donc la prise de notes, vous allez voir que c'est un peu le point qui relie tous les événements. Ensuite, j'étais en CDI. Ça, c'est plus un tips. Alors que c'était pendant mes études encore, mais même si j'étais en CDI, c'est plus un tips global de travail de dev. Moi, je vous recommande, dès que vous faites des recherches sur Google, souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous faites souvent les mêmes recherches. Bah, dès que vous avez un peu, essayez de vous mettre ça en tête, que vous allez prendre des notes, et vous allez voir, vous allez commencer à penser en vous disant, mais attends, cette recherche, je la fais souvent. Dans ce cas-là, hop, petite pause très rapide, ou bloc-notes sur le côté, vous notez le mot-clé. Par la suite, par exemple, vous pouvez très bien regarder si ça vaut le coup d'écrire ou non dessus, ou juste écrire ce que vous avez envie d'écrire dessus. Mais dites-vous que potentiellement, ce que vous cherchez beaucoup, les sujets qui reviennent souvent, qui sont un peu tricky, vous savez, où on cherche toujours ces questions sur Stack Overflow, il y a de fortes chances que, qu'il y ait quelque chose à écrire dessus. Si vous le cherchez souvent, vous n'êtes pas le seul. Et notamment ces questions où vous avez que des Stack Overflow en première page, généralement, si vous faites un article un peu intéressant, vous allez réussir à y aller sur la première page. C'est pas un fait exact à 100% des cas, mais de constat, j'ai remarqué que c'est souvent le cas. S'il n'y a pas d'article et qu'il y a souvent du Stack Overflow, ça veut dire que ça veut pas dire que c'est pas pertinent, mais ça veut dire que vous pouvez faire quelque chose de plus complet. Et enfin, dernière expérience, c'est un peu comme le CDI que j'avais, mais l'idée, c'est de vous montrer qu'aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, je fais plus de l'architecture. Moi, je m'y oriente parce que c'est quelque chose qui me plaît. Et même si on n'est pas sur du dev pur, ben, j'ai beaucoup de notes de recherche. J'essaie de documenter mes journées, comme je vous avais dit. Et ben, typiquement, si ce n'est pas confidentiel, partagez vos notes de recherche. Comme on disait précédemment, ce que vous faites souvent dans différents projets, les questions que vous vous posez, il y en a d'autres qui se les posent et ça peut être tout à fait viable à partager. Donc voilà, ça c'est un exemple de ce que je ferais ou ce que j'essaye de faire encore aujourd'hui si je devais recommencer. C'est assez complet. Ce que vous devez retenir, c'est surtout la prise de notes. Chacune des étapes, chacune des expériences que vous avez, c'est vraiment ce qui va vous déboucher sur des idées. Parce que je pense que tout le monde a plein d'idées dans la journée, mais si vous ne les notez pas, on les oublie rapidement, malheureusement. Donc ça vaut le coup de les écrire. Et tes notes, tu les gardes, je crois je sais plus si on l'a dit tout à l'heure, mais tu les gardes sur un logiciel type Notion ou Simple Notes, c'est ça que tu utilises pour pouvoir te retrouver facilement sur tout ce que tu as écrit? C'est ce que j'essaie de faire. J'ai un petit problème de trouver le logiciel qui me convient, mais maintenant je me suis rabattu sur quelque chose de simple. J'utilise Apple Notes et Ok, globalement c'est juste un document avec une liste à puces. Admettons, je sais pas, je cherche comme sur l'écran est affiché, enlever un élément d'un tableau en JavaScript. Je l'ai recherché 10 fois la semaine dernière. Je me dis ah bah en fait je vais l'écrire dans ma liste et je vais voir ce qu'il faisait. ok, C'est vraiment ma méthode pour procéder quoi. ok, super, très clair. Pour continuer sur ça, justement, sur comment vous pouvez faire pour créer du contenu plus rapidement et trouver les bonnes techniques, l'idée c'est le contenu, il faut l'adapter. En fait, ce qui est assez drôle avec le contenu, c'est que, vous savez, on a tous ces personnes, alors ça prend du temps, hein, c'est évident ce que je vais vous dire, ça prend du temps, mais ça en prend beaucoup moins avec cette technique que ça en prendrait en temps normal. Vous avez sûrement des personnes que vous suivez, ou peut-être c'est pas encore le cas, et si jamais vous suivez des personnes, vous vous rendrez compte que souvent, ils ont plusieurs canaux. Et un canal qui est principal, par exemple, dans mon cas, c'est l'écriture de blog. Et après, vous allez voir que ces personnes, elles vont faire du contenu sur Twitter, du contenu sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube.
Et souvent, c'est assez proche. C'est pas tout à fait le même type, mais c'est plus ou moins le même contenu. Et en fait, l'idée, c'est déjà, je vous recommande pas de vous éparpiller trop. Moi, j'ai fait l'erreur un bon nombre de fois et je le fais encore aujourd'hui. Essayez de vous intéresser à une plateforme ou deux maximum et vraiment de travailler à être régulier dessus et à comprendre comment ça fonctionne. Mais par exemple, d'un article de blog comme celui-ci qui est supprimer un élément d'un tableau en JavaScript, comme vous voyez à droite, j'ai créé du contenu, donc ça c'était pour Twitter, qui peut aller sur Twitter. Accessoirement, ça peut aller sur Facebook et LinkedIn. C'est un principe de slide. Alors peut-être pas LinkedIn, mais en tout cas sur différents réseaux. Et par la suite, je peux faire la même chose pour Instagram, etc. Et c'était une question de Raphaël juste avant. Et comme vous voyez, les slides que j'ai fait à droite, c'est le même style de page que cette présentation. La raison à ça, c'est que un des conseils que je vous propose, c'est vraiment faites-vous sur les réseaux sociaux que vous voulez des templates. Si vous, par exemple, c'est Instagram, faites-vous un template de publication type. Et d'ailleurs, c'est la prochaine slide. Et suivez-le. Et en fait, après, vous n'avez plus à vous soucier de l'aspect visuel. Une fois que vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît, déjà, ça fait un style sur votre compte. Et en plus de ça, globalement, vous avez juste à remplir le contenu, en fait, puisque vous avez déjà tous les éléments graphiques. Et là, pour vous donner une idée, c'est le compte Instagram que je nourrissais à une époque. Aujourd'hui, j'ai plus le temps, malheureusement. Il y a beaucoup de choses que j'aime, mais à un moment, il faut faire des choix. Donc, Instagram n'est plus actif. Mais comme vous voyez, tout ce que vous voyez ici, c'est uniquement basé sur les articles de blog à la base. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'infos, voire presque pas, je pense, sur cette slide, que j'ai cherché à part uniquement pour Instagram. À gauche, c'est issu des conseils que j'écris en JavaScript à la base sur Twitter, mais aussi du coup sur Instagram et aussi en article de blog. J'ai fait les articles où je donnais des conseils, bah, ça m'a fait 5 posts si je donnais 5 conseils. Au milieu, c'est des recherches personnelles, la prise de notes, comme je vous disais. Quand je recherchais des frameworks en CSS, des nouveaux, bah, j'ai trouvé cela, donc j'ai fait une slide. Quand je cherchais un moyen d'héberger mon site gratuitement, j'ai trouvé ces moyens, j'ai fait une slide. Et à droite, c'est quand j'ai fait des articles un peu plus poussés, je les ai convertis en slide et je les ai mis en slide sur Instagram. Donc vraiment, comme vous voyez, en fait, tout ce qui est là, au final, j'ai rien inventé de toute pièce pour ce réseau social-là. C'est vraiment basé sur bah, ce que j'ai fait en article de blog et je l'ai retransmis ici. Ouais, on faisait un peu pareil avec Modulo Academy, on écrivait des articles et après on les remasterisait en slide Instagram, Twitter, tout ça. Ah, c'est Mais ce je qu'il suis faut faire. entièrement d'accord hein, de se concentrer sur certaines plateformes. Nous, c'est pareil, on a ce défaut-là, c'est de vouloir être un peu partout. Mais c'est peut-être au début se focaliser sur une seule plateforme pour bien comprendre ses codes, c'est pas mal. C'est ça. Je pense que c'est vraiment un bon moyen de ne pas s'éparpiller. Parce que le problème, c'est que chaque réseau social est différent. Et en fait, Instagram, ça marche pas du tout comme Twitter ou comme LinkedIn. Et à vouloir tout faire, je crois que c'est un dicton qui dit ça, à vouloir tout faire, on fait rien. C'est un peu la vérité, c'est que vous allez vite vous démotiver aussi parce que vous allez voir qu'à 3 endroits simultanément, vous n'avez pas de résultat au début. Alors que si vous êtes que sur un endroit, vous relativisez. Mais si vous n'arrivez pas sur Instagram, sur Twitter et sur YouTube parce que, admettons, vous n'avez pas pris le temps nécessaire, c'est assez démoralisant et en plus, ça prend du temps de manière extravagante. Ok. Ensuite, du coup, je viens à où publier. Alors, je pense que c'est la question que vous vous posez tous maintenant que peut-être, j'espère que vous avez envie de créer du contenu. Là, vous vous dites, OK, là, j'ai envie de faire mon article de blog, je m'y mets cette semaine, je publie où? Et c'est là où on y vient. Il y a différents moyens. Encore une fois, j'ai axé un peu sur plutôt du blogging, mais il y a différents moyens. Il y a le moyen long terme, c'est le premier point, je vais y venir. Il y a le moyen pas prise de tête et résultat quasiment instantané et potentiellement long terme. Et il y a le moyen, j'ai pas trop de temps, je veux juste documenter ma journée, mais je veux avoir un impact. Du coup, c'est les 3 points que je recommande pour commencer. Malheureusement, il y en a certains qui sont plus en anglais qu'en français, mais je vais y revenir notamment avec AirWeCode, puisqu'il y aura une slide dédiée à ça. Le premier point, c'est vous créez votre blog. Votre blog, soit vous faites une page sur Medium, j'ai vu qu'il y en a qui le faisaient dans le chat, soit vous faites un blog statique, en gros, vous faites une page de blog comme AirWeCode qui est générée avec du code, etc., donc ça prend pas mal de temps. Soit vous utilisez un CMS, donc les connus, c'est Ghost et WordPress, il y en a sûrement d'autres, pour mettre votre site en ligne. Donc là, cette stratégie-là, c'est vous avez votre propre site, vous êtes libre de A à Z du contenu, de l'optimisation de ce que vous faites, à part sur Medium où c'est un peu différent, mais potentiellement, bah, le problème que vous allez rencontrer, c'est que le trafic va être surtout amené par de la SEO, à part si vous republiez, etc., mais en restant simple par de la SEO, et ça peut mettre du temps. Et vous n'avez peut-être pas envie de en fait, d'avoir tous ces aspects, de payer pour votre blog, etc. Et c'est pas un problème, puisqu'il y a des communautés. Et ça, c'est un des conseils qui est très important, et je pense que c'est une bonne clé pour se motiver, surtout si vous écrivez en anglais.
parce que malheureusement, c'est surtout présent en anglais et très peu en français. Du moins, à ma connaissance, j'en connais pas des vraiment actifs en français. C'est des sites en ligne qui sont un croisement entre blog et forum et espace de dialogue qui vous permettent en fait de publier vos articles de blog. Alors, il y a différents, et voire même de republier. Alors, republier, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous pouvez faire sur votre blog et sur ces sites-là, au niveau de la SEO, indiquer que le contenu original est sur votre blog. Donc, en gros, vous allez bénéficier de leur communauté sans être pénalisé. Et du coup, la communauté, c'est par exemple Dev, FreeCodeCamp ou Here We Code. Alors là, c'est un petit teasing que je vous expliquerai à la fin. On tend à devenir une communauté française. En tout cas, c'est quelque chose qu'on aimerait faire sur Here We Code. Donc, que des personnes écrivent des contenus, etc. et qu'on les aide dans cette démarche. Mais dans un premier temps, on va parler de Dev et FreeCodeCamp. Donc, Dev, c'est un site américain très gros où il y a énormément de trafic et vous pouvez poster vos articles en vous inscrivant très simplement. Et il y a de fortes chances que si l'article est bien, il soit republié sur des comptes Twitter qui ont 200 000 abonnés, etc. Donc c'est hyper bon à prendre. En plus, vous avez une section commentaires, les personnes qui vont s'abonner à vous, vous répondent, aimer votre article, repartager, etc. FreeCodeCamp, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut passer une sorte de test d'entrée où en gros, vous leur envoyez un article pour qu'ils voient si vous acceptez ou pas sur la plateforme. Mais une fois que vous êtes accepté, vous bénéficiez de tous leurs conseils lorsque vous publiez, c'est-à-dire ils vont relire votre article, le corriger en anglais, vous aider à le mettre en place et qu'il soit de meilleure qualité. Et surtout, il va être publié sur tous leurs réseaux sociaux, dont leur Twitter qui a plus de 500 000 abonnés, je crois qu'il se rapproche du million. Et c'est le site FreeCodeCamp, c'est l'un des plus gros mondiaux. Donc vous avez un trafic énorme. Pour vous donner une idée, dernièrement, j'ai publié un article il y a quelques semaines sur le travail à la maison, des conseils pour travailler à la maison. L'article, depuis qu'il est sorti, et ça va faire tout juste un mois, il a déjà été lu plus de 13 000 fois. Et il faut vous dire que la moyenne par utilisateur, elle est entre 2 et 5 minutes. Donc faites le calcul, c'est assez énorme. Donc c'est ça l'avantage de publier sur ce genre de plateforme. Et enfin, Here We Code, mais ça je vous en parle juste dans les slides suivantes. Et le dernier point, c'est le point pour ceux qui n'ont pas le temps. Et franchement, c'est un très bon point. Sur Twitter, il y a un challenge qui s'appelle 100 jours de code. Ce challenge-là, en fait, c'est pendant 100 jours, vous postez avec ce hashtag, en numérotant vos jours, un petit contenu relatif au code. Par exemple, des choses que vous avez apprises, une nouvelle fonctionnalité sur votre site, etc. Vous n'avez pas besoin d'être débutant, ça peut être à n'importe quel moment, ça peut être un moyen de se motiver. Et il y a beaucoup de personnes qui suivent ce hashtag. Vous allez avoir beaucoup de retours, beaucoup de personnes qui vont être investies à vous répondre, à vous suivre, à liker ce que vous faites. Donc c'est un bon moyen de créer du contenu, de commencer, de se motiver à être régulier, parce que la régularité, c'est aussi l'une des clés dans la création de contenu. Et pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble de publier sur une communauté, ça, c'est deux articles que j'ai publiés. Donc celui de gauche, comme vous voyez, il était sur HeroWeCode, il a été republié sur Dev. Sur FreeCodeCamp, j'essaie de faire des contenus plus originaux parce que ça ne les intéresse pas à ce qui est republié et ils ne mettent pas le tag SEO pour ça, donc c'est pas intéressant. À gauche, il a été publié sur un Twitter qui a plus de 200 000 abonnés. Donc, un retour assez intéressant. Et à droite, c'est le dernier que j'ai fait sur FreeCodeCamp, c'est de la musique pour les développeurs. Alors là, je suis un peu sorti du technique, mais c'est quand même du contenu pour les développeurs. Il y a eu 43 retweets et plus de 200 likes. Je vous laisse imaginer, malheureusement, je n'ai pas les stats, mais je vous laisse imaginer derrière combien de personnes ont vu l'article. En fait, c'est juste énorme, hein, parce que pour avoir 200 likes sur un tweet, ça veut dire qu'il a été vu des milliers et des milliers de fois, il y a de fortes chances. Donc, c'est vraiment bénéfique sur ces points-là. Est-ce que vous avez des questions sur les communautés avant qu'on fasse le dernier point qui est donc sur Here We Code pour vous présenter un peu les objectifs que l'on a? J'en vois pas. Il y a Étienne qui est en train de taper. C'est très clair, oui, parfait. Super. Alors je vois qu'on dépasse un peu le temps, je vais essayer de finir rapidement, histoire de ne pas vous prendre trop de temps non plus. Mais publier sur Here We Code, alors là c'est vraiment une exclue que je vous fais. C'est pas un projet c'est un projet qu'on a commencé, mais pour l'instant on y va doucement, on fait des tests, etc. Et on le fait surtout avec des personnes qu'on connaît, mais on aimerait ouvrir ça un peu plus. L'idée en fait c'est que Here We Code aujourd'hui c'est un blog, mais qui a quand même un système d'auteur, etc. Et ce qu'on aimerait faire, c'est développer le blog en anglais, mais surtout en français. Et l'idée, c'est que on aimerait apporter un soutien à toute personne qui écrit avec nous ou qui aimerait se lancer à l'écriture. Donc ça nous prend pas mal de temps, mais c'est quelque chose qui nous plaît. On a déjà eu un ami qui a écrit pour nous et une personne que j'ai rencontrée sur Twitch, qui est un développeur français qui a écrit sur Rust. L'idée, c'est on vous propose en fait de prendre contact avec nous. On peut se faire un call, on peut faire ce que vous voulez, même parler par chat. C'est vraiment comme ça vous arrange. Et si vous avez envie de vous lancer, mais vous ne savez pas trop par où commencer, on va vraiment vous aider pour l'écriture, la relecture. Pourquoi pas même mettre un peu de SEO, parce que comment ça vous permet
essayer d'optimiser votre article et vous trouver des mots-clés qui peuvent être intéressants en lien avec votre article pour vous mettre en avant. Et en fait, ce qu'on vous propose, c'est qu'après, vous ayez votre page auteur avec les articles dans la langue que vous avez choisi d'écrire, donc qui ont été peaufinés et relus par, quand je dis notre équipe, au final, c'est Étienne et moi dans les médias, mais vous comprenez l'idée. Et ça peut être un bon moyen de commencer. Voilà. Si vous ne savez pas par où commencer, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec un blog, vous pouvez très bien publier chez nous. Et l'avantage que ça a, c'est que déjà le contenu vous appartient. Donc si vous voulez le retirer un jour, c'est tout à fait possible. On ne vous dira pas non, c'est trop tard. On vous rassure là-dessus. Si vous vous sentez plus à l'aise avec le contenu ou même si vous voulez le faire évoluer, faire des mises à jour. Pour l'instant, ça passe par nous systématiquement, parce qu'on n'a pas encore développé le système qui permet d'avoir un éditeur de contenu assez rapide, mais c'est dans les projets à venir. Et le petit point que j'aimerais rajouter, c'est qu'on a aussi pour optique d'essayer de faire de la traduction d'articles. Donc, si vous écrivez en français, potentiellement, on peut vous traduire votre article en anglais. Dans ce cas-là, il y aura toujours marqué que c'est vous l'auteur, etc. C'est toujours vous qui avez la main sur votre contenu, mais ça vous permet de vous ouvrir à d'autres horizons. Donc, c'est quand même, je pense que c'est quand même intéressant. Donc, n'hésitez pas à visiter le site que vous avez en haut, herewecode.io, et vous avez une section contact. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et sinon, me contacter, comme vous voyez, sur mon LinkedIn, mon Twitter, mes DM sont ouverts, ou encore une fois sur HeroiCode. Et c'est à peu près tout pour cette présentation. En tout cas, j'espère que merci beaucoup pour votre écoute. Et j'espère que ça vous a motivé, ou du moins que ça vous a fait découvrir la création de contenu en tant que développeur, et que vous voyez qu'est-ce que ça peut vous apporter. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans le chat s'il y en a certains qui se sentent motivés pour essayer ou se lancer. Et ça me ferait plaisir de le savoir en tout cas. Bah ouais, carrément. Moi, je vais partager le lien vers du contact sur la communauté de Modulotech. Ah bah toi, et Bertrand, il serait chaud d'essayer. Super. N'hésitez pas à nous contacter. Trop bien. Bah Bertrand, je t'enverrai le lien. Et puis bah, de toute façon, c'est pas mal marqué sur les slides, mais pareil pour Benjamin. Bon bah top. Mais je vais partager les liens que tu as mis sur notre communauté. Ce sera plus simple. Et ça permettra Ça à sera ceux plus qui simple. veulent de te contacter. Ouais. Super. Écoute, super. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui étaient là. Et puis, content de voir qu'il y en a qui sont motivés. Et si vous avez envie de commencer avec nous, encore une fois, n'hésitez pas, par le lien que aura partagé Raphaël, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, même, on peut se faire tout à fait un call ou un appel ou discuter par chat. Nous, notre idée, c'est vraiment voilà, de commencer en fait, à faire quelque chose en France et d'aider les personnes qui ne savent pas trop par où commencer à commencer. Donc, voilà, en espérant que ça vous ait aidé. Et puis surtout, commencez, parce que je vous assure que ça va changer votre carrière. D'expérience, ça peut que vous donner du plus et il n'y aura jamais de négatif. Au pire des cas, il ne se passera rien. Au meilleur des cas, il se passera des choses. Ouais, c'est que du bénéf, quoi. C'est ça. Un peu de temps, mais bon, c'est que du bonus au final pour les connaissances, pour la visibilité, pour tout, quoi. Tout à fait. Trop bien. Bon, bah, merci beaucoup pour les retours. Hein. Ça fait plaisir de Ça voir, fait plaisir. de lire ce que vous mettez. Et bon, bah, de toute façon, le live, il sera toujours dispo par la suite. Et moi, je vais essayer de partager l'ensemble des ressources que tu nous as données dans un petit article de suivi. Donc, tu vois, Ça marche, pas de souci. Je pourrais te donner un lien si tu veux en anglais aussi. Il me semble que j'ai écrit un article sur comment la création de contenu en tant que développeur, peut-être ça peut t'inspirer pour partager justement. Ah bah carrément. C'est top. Super. Bon bah merci Merci beaucoup pour beaucoup l'invitation. Mickaël. Merci. Désolé, ça va durer un peu plus longtemps, mais c'était super intéressant et ça valait vraiment le coup, je pense. Merci beaucoup à vous pour l'invitation et cette première collaboration super intéressante. Ça va. Et bah, passez une bonne journée tout le monde. Merci pour les retours. N'hésitez pas le chat, il est encore ouvert, donc n'hésitez pas à envoyer des messages par la suite. Ok, bon bah je termine l'événement. Bonne journée à tous. Bonne journée.